Bonjour et bienvenue à vous, ravi de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Donc nous sommes lundi 3 février et ce matin nous allons parler d'un sujet profondément humain puisque nous allons aborder les 5 blessures d'enfance. Donc ce sont des expériences douloureuses que nous vivons dans notre enfance et il faut savoir que ça a des impacts et des répercussions à l'âge adulte avec dans nos relations sociales, aussi dans notre bien-être. Tout ça va impacter négativement et peut-être même on verra ensemble avec Amel Laharoche, ça peut être aussi positif. Donc on découvrira donc tous ces aspects de notre personnalité avec Amel Laharoche et ça sera dans la deuxième partie d'émission. Et en même temps, vous pouvez déjà nous appeler dès maintenant, donc au 021 23 98 91. Vous pouvez déjà laisser donc votre numéro de téléphone si vous avez une expérience douloureuse, si vous en avez fait une force. Donc un témoignage, vos témoignages seront les bienvenus. Voilà, ça sera en deuxième partie d'émission. Et dans la première partie, bien entendu, nous avons Vided Agabi. Vided Agabi, bonjour. Bonjour Maria. Ravie de te recevoir. Eh ben, le plaisir est pour moi. Comme à chaque fois. Donc, avec toi ce matin, nous parlerons des varices. Oui. Voilà, donc on sera tous sur les varices. Exactement. Très bien, très bien. Donc, ça sera dans un petit moment. Et pour commencer, nous allons commencer par l'info du jour. Voilà, donc pour l'info du jour, nous en avons deux ce matin. Ce matin, nous allons vous parler donc de l'Office national des examens et des concours. Étant donné que les épreuves du BEM et du baccalauréat vont bientôt se dérouler, on va dire 4 mois et des poussières. Donc bientôt, ça va être donc ces deux examens. Et donc l'Office national des examens et des concours a mis en ligne donc 2 sites où vous pouvez donc consulter et vérifier l'exactitude de ces données et donc le suivi donc de vos inscriptions, l'inscription de vos enfants donc au BEM et au baccalauréat. Ça a été mis donc en ligne à partir d'hier et ça continuera jusqu'au 16 février. Vous pouvez donc consulter ces sites. On peut les voir, voilà, donc les deux sites sont en bas de l'écran. Vous pouvez les consulter, que ce soit que vous ayez un enfant qui passe le BEM ou le baccalauréat. Vérifiez donc les noms, prénoms, les dates de naissance aussi. Donc toutes ces informations, vous pouvez les vérifier. Et par contre, si par exemple vous n'avez pas réussi à accéder à ces sites, ce qu'il faudra faire, c'est se rapprocher donc de l'administration des établissements où sont inscrits vos enfants. Eux, ils prendront en charge au cas où vous avez une quelconque difficulté. Voilà donc pour l'information. Il faut le dire que c'est jusqu'au 16 février. Donc soyez à l'heure et ne laissez pas la dernière minute. Ce sont des examens qui sont cruciaux dans le parcours scolaire de nos enfants. Ça, c'est pour la première information. Et qui dit épreuve, que ce soit baccalauréat ou BEM, dit révision. Et qui dit révision dit qu'on prend quelques boosters, entre autres le café, n'est-ce pas, Vided? Exactement. On dit est-ce que ça aide à la révision, le café? Tout à fait. Effectivement. Donc, pour nous maintenir un peu éveillés, pour avoir un peu plus de tonus, peut-être aussi un peu plus de concentration. Pendant très longtemps, Vided, le café, on va dire, a été, on va dire, un peu pas mal vu, mais on a toujours eu un petit peu un regard. Des fois, certaines personnes disent que c'est bon, d'autres disent que c'est mauvais. Bien entendu, cette caféine qui nous aide à nous maintenir un petit peu en forme, ce coup de fouet du matin. On va commencer, Vided. Est-ce que tu connais la petite histoire du café? En fait, comment qu'on a découvert les bienfaits du café? Non, Alors, ça remonte à très loin. Oui. Donc, ça se passait en Éthiopie. Il y avait un berger qui amenait son troupeau de moutons paîtres. Et en fait, il s'était rendu compte, quand il les amenait dans certaines régions, que son troupeau, en fait, était en forme de soir. Il ne dormait pas comme il avait l'habitude de dormir. Et en fait, c'est comme ça qu'on a trouvé donc l'une des premières principales caractéristiques du café, c'est donc cette caféine qui nous tient éveillés. Donc, étant donné que ça ne faisait pas vraiment de mal aux animaux, petit à petit, c'est devenu une boisson incontournable aujourd'hui. Donc, qui dit lever matinal, dit bon petit café, alors bien chaud pour la plupart, certains de
prennent froid aussi. Il faut savoir que certains aiment le café froid. Oui. Mais en fait, c'est un moment de plaisir qu'on s'offre un petit peu, que ce soit à la maison, au bureau, on le retrouve un peu partout, hein, même au café du coin. Ça a aussi son charme. Certains aussi adorent ce petit moment donc, dans un café avec des amis ou même peut-être seul hein, pour se remettre un peu les idées en place. Et donc, les dernières recherches WIDED ont prouvé que, en fait, il avait énormément de bienfaits, le café. Énormément de bienfaits, que ce soit sur certaines parties du cerveau qu'il stimule. En fait, il dit aussi qu'il peut prévenir certaines maladies, donc neurodégénératives comme le Parkinson et aussi la maladie d'Alzheimer. Donc, toutes ces études ont été prouvées. Et en même temps aussi qu'il pouvait prévenir aussi le diabète de type 2 et certains cancers comme celui du foie et du côlon. Exactement. Voilà. Et pour les sportifs aussi, hein, ils ne sont pas en reste, puisqu'on dit, à ce qui paraît, en fait, ça booste un petit peu tous les efforts physiques qu'on fait, ça brûle aussi nos graisses, bien entendu, à condition de le consommer avec modération. Avec modération, oui. Voilà, Vidette. Donc, ce qu'on dit, c'est que d'abord, chaque personne doit trouver son bon rythme, de préférence boire le café que la matinée, donc 3 à 4 petites tasses dans la matinée, on va dire jusqu'à midi. Après, au-delà, il vaut mieux éviter, puisque certaines personnes souffrent d'insomnie. Exactement, il peut altérer la qualité du sommeil, donc il vaut mieux le consommer le matin. Effectivement, comme pour moi. En fait, moi, j'arrête le café assez tôt dans l'après-midi, parce que sinon, après, effectivement, ça me donne des insomnies, que ce soit le café ou même le thé. Hein. Donc, les deux molécules m'empêchent de dormir et de faire des bonnes nuits de sommeil. Donc, juste 2 à 3 tasses le matin. Ça peut donner à certains des palpitations. Oui, donc ça peut élever un tout petit peu la pression artérielle et donner des palpitations et même amener la personne à aller uriner plus que d'habitude. Voilà. D'accord. Donc, un bon diurétique. Exactement. Donc, c'est un excitant, on va dire, pour le corps. Donc, ça va accélérer certaines fonctions au niveau de notre corps. Voilà, donc bon pour la santé, ça a été prouvé à condition bien entendu de l'adapter à soi et de voir comment que notre corps réagit et on l'adoptera d'après chaque personne. Exactement. Voilà. Ça a été pour la petite histoire du café, donc ça fera du bien à nos enfants, donc pour ceux qui passent des examens, surtout pour ceux qui passent le baccalauréat, c'est un examen crucial. J'ai appris à prendre le café. C'était au moment quand j'ai passé mon bac. Voilà. J'ai jamais pris de café, mais c'était à ce moment-là que j'ai commencé à prendre. Voilà. Effectivement, c'est vrai quand on est jeune, c'est amer, c'est pas vraiment une boisson qui nous intéresse, mais quand après, on va dire qu'on rentre un petit peu vers l'âge adulte, on a besoin un petit peu donc pour se booster un petit peu. Pour se booster ces bonnes boissons qui réchauffent et qui réconfortent. Voilà, donc pour l'info du jour. Et tout de suite, on va passer à toi, Vided, avec l'avis de l'expert jingle. Alors, Wided, quant à toi, tu vas nous parler des varices. Voilà, oui. Donc, les varices, beaucoup en souffrent. Ce sont ces petites veines qui apparaissent sous la peau au niveau des jambes. Donc, c'est inesthétique. Ça touche beaucoup plus les femmes. Et ça peut être causé par plusieurs causes et ça peut donner plusieurs symptômes. C'est vrai que il y a les femmes qui souffrent beaucoup plus des varices que les hommes. Est-ce que c'est peut-être la position debout, Wided? Oui, en fait, elles sont prédisposées par rapport aux hommes. Elles sont plus prédisposées par rapport aux hommes du fait, par exemple, des grossesses. Les femmes, elles se tiennent debout plus que les hommes et elles ont une fragilité des veines plus que les hommes. Voilà. Donc, les veines des femmes, elles sont, on va dire, plus fragiles par rapport à l'élasticité, par rapport aux hommes. Et puis, il faut savoir que les hommes, ils sont généralement plus musclés. Et justement, c'est ce qui fait que le retour veineux, il se fait de la meilleure des manières. Donc, voilà, c'est généralement... Même aussi au niveau de la peau, on sait très bien que la peau des femmes est beaucoup plus fine que celle des hommes. Exactement. Et si on expliquait un tout petit peu qu'est-ce que c'est les varices? Ah oui, avec plaisir. Voilà, donc les varices, il faut savoir que la circulation sanguine contient les artères et les veines. Donc, les artères sont, on va dire, les vaisseaux les plus épais, les plus, on va dire, les plus gros. Et la paroi, elle est musclée. Donc, les artères, elles vont ramener le sang
du cœur vers les organes et les veines, elles vont prendre le sang des organes vers le cœur. Donc c'est une circulation sanguine qui va se faire d'une manière constante. À chaque fois que le cœur se contracte, il envoie le sang vers les organes et puis il va récupérer par la suite le sang à travers les veines. Donc les veines, elles ont, on va dire, besoin des muscles pour justement les aider à retourner le sang des membres inférieurs vers le cœur. Et dès qu'on met le pied au sol, on a les muscles du mollet qui se contractent et c'est ce qui fait que le sang il va être chassé à travers ces veines vers le cœur. À travers aussi, donc le sang il va passer par des petits clapets ou des petites valves qui vont l'aider à passer et puis par la suite elles vont se fermer. Se refermer, voilà, comme un clapet de non-retour un petit peu. Exactement, donc parce que le sang il va partir à contre-gravité. Voilà, à contre-gravité, voilà. effectivement. Et donc le sang, si les veines, on va dire si ces veines elles sont défectueuses et c'est justement le sang il va retourner à travers ces clapets. Elles vont se dilater, donc les clapets ils seront défectueux, le sang il va retourner en bas et donc ça va dilater ces veines et ça va les gonfler. C'est ce qu'on voit sous la peau, sous forme d'un vaisseau comme ça. Des fois, ça peut même faire des grappes, comme tu l'as dit, c'est très inesthétique. Exactement, parce que déjà, les varices, on va dire, on l'appelle en médecine l'insuffisance veineuse chronique. Et en fait, ça passe par plusieurs stades et il existe plusieurs stades. Notamment, le premier stade ce sont les varicosités ou ce qu'on appelle aussi, ce sont les petites veines qu'on voit sous la peau en forme de toile d'araignée. Donc ça, c'est un début de varices et en fait chaque personne elle a un stade bien précis et le traitement il diffère d'un stade à un autre. En plus ça peut commencer très jeune, Wided. Oui, exactement, parce que les causes elles sont fréquentes, enfin elles sont différentes. Il y a l'hérédité qui est la cause, on va dire la principale cause, le sexe féminin aussi, on a les grossesses, la sédentarité, certaines personnes qui travaillent position debout, donc prolongée, ou ceux aussi qui travaillent position assise prolongée aussi. Et ceux qui portent les charges lourdes. Donc par exemple comme tout ce qui est personnel médical, ceux qui travaillent dans ce domaine-là où tout doit être fait debout. Tout à fait. Ceux qui restent longtemps au bloc opératoire, les cuisiniers dans les cuisines aussi. Donc, ce sont on va dire des jobs qui vont nécessiter la position debout, mais aussi la position assise, prolongée, va provoquer cette insuffisance veineuse chronique ou des varices. Quand on dit position debout, Wided, est-ce qu'il faut être, on va dire, inerte, debout à un endroit, ou est-ce par exemple les personnes qui marchent beaucoup, on va dire comme par exemple les serveurs, c'est vrai qu'ils sont longtemps debout, mais en fait, eux, ils marchent. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence, bien sûr. Ceux qui marchent, au contraire, ils font une activité physique. Donc, ils sont tout le temps en déplacement, les muscles sont en train de se contracter. Donc, il y a un retour veineux qui se fait d'une bonne manière. Par contre, position debout sans bouger, là, les muscles, vraiment, au bout d'un moment, surtout si c'est prolongé, donc le retour veineux ne va pas se faire de la bonne manière et c'est ce qui va provoquer justement à fragiliser ces petits clapets et le sang va retourner vers le bas et donc ça va se dilater, donner ce qu'on appelle les varices. D'accord. Est-ce que les jambes lourdes, c'est toujours dans ce monde-là? Exactement. Donc parmi les symptômes justement, c'est sensation de jambes lourdes. On a donc la sensation de jambes lourdes, gonflement au niveau des membres inférieurs, douleur aussi, c'est douloureux, ça donne des démangeaisons. Est-ce que ça peut chauffer aussi? On peut avoir cette sensation d'avoir les pieds très chauds. Exactement, donc chaud, lourdeur, œdème ou gonflement, donc douleur, démangeaisons, des fourmillements aussi. Donc il y a certaines personnes qui vont sentir des fourmillements. Et puis donc on va parmi les autres symptômes, ce sont ce qu'on voit sur le membre, ce sont les varicosités et les cordons, un cordon bleu, donc une varice vraiment qui apparaît saillante qu'on peut regarder, enfin on peut observer sous la peau directement. Elles sont toujours, on va dire, externes ou est-ce qu'il existe des varices internes? Alors donc il existe deux réseaux veineux, donc on a le réseau superficiel et le réseau
profond. Donc les varices, ça intéresse beaucoup plus le réseau veineux superficiel. On les voit beaucoup plus au niveau des membres inférieurs, mais ils peuvent apparaître dans d'autres endroits, notamment par exemple chez la femme au niveau du périnée, au niveau de la vulve, au niveau du scrotum chez l'homme aussi. Ça peut apparaître au niveau du visage aussi. Donc il y a certes d'autres localisations pour les varices, mais la localisation la plus fréquente, ce sont les membres inférieurs. Voilà, les jambes beaucoup plus. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, Wided, pour un petit peu éviter donc l'apparition des varices? Exactement. Donc tu l'as bien dit, Myriam, pour les varices, il vaut mieux les prévenir que les guérir. Parce qu'il y a des moyens où on peut prévenir ces varices, justement, par des mesures, on va dire, des règles d'hygiène donc, au quotidien. Donc, au quotidien, on va adopter certaines mesures qui vont nous aider à éviter ces varices, notamment l'activité physique. Donc, avoir tout le temps une activité physique régulière aussi, ça nous aide à éviter justement ces varices. Et aussi, éviter la position debout, de prolonger, la position assise prolongée. Par exemple, pour les femmes qui cuisinent donc, tous les jours, il vaut mieux faire toutes les tâches en position assise, enfin alterner entre position assise, position debout, ça va les éviter. J'ai toujours cette habitude de m'asseoir si j'ai des légumes à éplucher ou quelque chose à préparer. En fait, j'essaie de tout faire assise. Exactement. Après, quand il faut être debout pour remuer ou laver la vaisselle, après, bon. Parce que généralement, on a tendance à s'oublier un petit peu. Voilà, c'est vrai. Exactement. Donc, et aussi, il y a une petite astuce tous les soirs. Essayez de surélever un tout petit peu les membres inférieurs avant de dormir. Ça aide pour le retour veineux. Le retour veineux. Exactement. Il y a aussi une petite astuce, Wided, que je fais et ça marche. En fait, quand on sait qu'on va rester longtemps debout, c'est se mettre sur la pointe des pieds. Donc, monter sur la pointe des pieds et redescendre, ça fait remonter le sang. Exactement. Donc, ça aide à contracter les muscles et ça aide le retour veineux à se faire de la bonne manière. Voilà. Donc, c'est une très, très bonne astuce. D'ailleurs, on le fait, nous... Ça fait bizarre hein, quand on nous voit comme ça en train de monter sur la pointe des pieds. On a l'air un peu étrange, mais bon, qu'importe. Exactement. Donc, on le fait d'ailleurs, nous, au bloc opératoire, les chirurgiens, ils ont cette astuce justement pour aider le retour veineux, donc de surélever un tout petit peu les talons et donc se mettre sur la pointe des pieds et ça va aider les muscles à contracter, surtout les muscles du mollet. D'accord. Et d'autres astuces aussi, c'est justement mettre les jambes sous l'eau froide. Ça aide aussi, donc, parce que parmi les facteurs de risque des varices, c'est la chaleur prolongée. Donc, ça va les aider, ça aide pour le retour veineux et donc ça va éviter l'apparition des varices. Mais il existe d'autres traitements et il existe d'autres, on va dire, mesures, notamment les bas de contention. Très bien. Voilà, donc les bas de contention, ça sera prescrit par un médecin, bien sûr, un professionnel de santé. Donc, c'est en fonction de la gravité des varices et justement, généralement, avant de prescrire les bas de contention, on fait ce qu'on appelle l'échodoppler veineux des membres inférieurs. Ça se fait par généralement un médecin spécialiste en médecine interne, vasculaire ou phlébologue. Et justement pour regarder un tout petit peu, parce que ces varices, parfois, elles peuvent thromboser. Et donc justement, on va regarder. Par contre, c'est grave. Exactement. Parmi d'autres traitements qu'on peut utiliser, on a ce qu'on appelle la sclérothérapie. C'est en fait, pendant des années, on a opéré les varices. Pendant des années. Effectivement, et puis récemment, donc les dernières années, on s'est dit pourquoi on va pas essayer de trouver une autre alternative, un autre traitement qui va éviter à la personne déjà de rester alitée, de ne pas travailler, parce que la chirurgie, elle peut provoquer ce qu'on appelle un hématome, donc du sang au niveau de l'endroit où il a été opéré et donc ça va empêcher la personne à retrouver sa vie la convalescence sera exactement longue. Et donc la chirurgie, c'était le stripping. On allait enlever directement cette veine, cette varice et voilà, donc tout allait bien. Alors par la suite, on a découvert d'autres traitements, notamment la sclérothérapie. En fait, c'est des injections d'un produit pour aller justement on va dire, fermer ces veines qui ne servent plus à rien et qui sont là justement, qui donnent ces symptômes qui sont inesthétiques pour certaines personnes. Donc, on va injecter un produit qui va carrément les fermer, qui va carrément on va dire, les brûler en quelque sorte. Et il y a aussi d'autres traitements, notamment le laser en endovasculaire. Aussi, on va aller, avec du laser, brûler ces varices. Voilà. Donc, ce sont d'autres alternatives
alternatives qu'on a trouvées qui vont aider justement à éviter cette convalescence qui va durer. La chirurgie, l'hospitalisation, la convalescence. Exactement. Et la chirurgie, ça se fait sous anesthésie générale. Donc aujourd'hui, on a des alternatives qui vont nous aider justement à éviter cette chirurgie qui peut être lourde pour certaines personnes. Voilà. Très bien. Et les bains de contention aussi sont de plus en plus, on va dire, plus jolis qu'autrefois. Avant, ils étaient un peu inesthétiques. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont... Tout à fait. Donc, on les porte le matin et on les garde tout au long de la journée. On les enlève le soir avant de dormir. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. Elles dorment avec. Non. Le soir, on les enlève avant de dormir. Et le matin, on les porte encore une fois. Voilà. Donc, de l'exercice physique pour essayer de prévenir les varices. Ça, c'est très important. L'exercice physique, il va nous empêcher, il va nous prévenir contre les varices. Et d'ailleurs, parmi justement les exercices qu'on peut effectuer, qu'on peut faire, c'est justement la marche. Ça, c'est pas la peine d'aller vers une salle de sport pour prévenir. Voilà. Donc la marche quotidienne va nous aider. Très bien. Merci, voilà. Merci beaucoup, Widel. Merci, le plaisir est pour moi. Voilà. Donc on se dit à mercredi. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va passer donc à notre thématique, les blessures d'enfance, juste après ces images. De retour sur notre plateau et comme je vous l'avais annoncé, j'ai le plaisir de recevoir Amel Lahrache. Bonjour. Bonjour Mariam. Ravie de te recevoir. Pareillement. Donc nous allons parler des blessures d'enfance, des blessures familiales dans notre dernière demi-heure.
Et donc, Amel, tu es docteur et hypnothérapeute. On parle très souvent, ça revient, ce sont des sujets qui reviennent, on va dire, on va pas dire que c'est à la mode, mais en fait, on n'avait pas trop conscience, si on revient un peu en arrière, de l'impact de ces blessures d'enfance, de ces blessures familiales. On va d'abord, Amel, avec toi, s'il te plaît, on va essayer d'abord de définir qu'est-ce que sont les blessures d'enfance. Oui. Alors, en fait, dans notre développement, il va y avoir des événements dans notre vie. Donc, on va imaginer que l'être humain, à sa naissance, c'est une graine. Une graine qui a tout le potentiel possible, toutes les possibilités possibles. Et cette graine va évoluer dans une famille, dans un environnement, dans une société, dans des écoles. Et cette graine, au fur et à mesure de son évolution, va avoir de bonnes expériences et des expériences moins bonnes, désagréables, peut-être douloureuses, etc. Ça fait partie de la vie. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va évoluer dans de la ouate. Donc toutes ces expériences désagréables vont, si vous voulez, se cristalliser autour d'un sujet. Elles vont se cristalliser comme un prisme qui va être autour de l'enfance, cristallisation autour du féminin intérieur, du masculin, du critique. C'est-à-dire toutes ces blessures vont un peu se ramasser pour l'inconscient et ça va être comme un prisme dans la vie de la personne. Ce prisme, dans ses relations ou dans sa vie ou sa relation avec elle-même aussi, est toujours actif. Et ce prisme, en fait, constitue les blessures. Voilà. D'accord. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 021 98 91. On est là donc pour prendre vos appels et vos témoignages si dans votre enfance vous avez subi une quelconque blessure et est-ce que ça vous a marqué à l'âge adulte. Amel, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que nous avons tous des blessures d'enfance? Ah ben écoute, il n'y a pas un être humain qui n'a pas de blessure. Ça fait partie du parcours de la vie. Déjà, la première qui est commune à tout le monde, c'est la blessure de l'enfance, de la naissance, pardon. D'accord, donc la naissance est une blessure déjà. Alors, je te laisse juste imaginer qu'on est dans un cocon, au chaud, protégé, dans le ventre d'une maman aimante. Et puis, on doit sortir, on doit traverser un canal très étroit. Et ensuite, on doit se retrouver dans le froid, dans la lumière et du bruit, on doit respirer. Déjà, c'est quelque chose d'assez blessant pour nous. Donc, regardez, tout le monde passe par là. Et au fur et à mesure de notre évolution, les choses ne se passent pas comme on veut. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, on va attendre peut-être de l'amour, de la compréhension, de la sécurité, mais ça ne se passe pas comme on veut parce qu'on doit être éduqué, on doit être préparé à la vie. Donc, certaines choses vont être vécues comme des expériences désagréables, douloureuses. Et un nombre d'expériences désagréables ou douloureuses va, comme j'ai dit tout à l'heure, former une blessure. Pas une seule expérience, hein. C'est plusieurs expériences qui vont former une blessure. Donc nous en avons tous. Hein. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure qu'elles sont importantes. Absolument. Donc, quelles sont les différentes blessures qu'on peut vivre, Amel? Il y en a tout plein. Donc, je vais en citer quelques-unes. Mais avant de citer les blessures, Malim, il est important peut-être de dire que dans les blessures, il y a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle la blessure principale. La blessure principale, c'est une blessure qu'on va avoir, mais qui existe dans notre famille. C'est-à-dire, moi, je l'ai, mais elle existe chez mes parents et mes grands-parents. C'est-à-dire que si j'interroge, je vais voir que Humateni, ils ont. La principale se transmet. Elle se transmet de nos parents vers nous et des parents de nos parents vers eux. D'accord. Et après, il va y en avoir des secondaires. Des secondaires, c'est des blessures qu'on va acquérir au fur et à mesure de notre évolution. Alors, la principale, on peut avoir un exemple, Amel, concret, par exemple? Toutes qu'on va citer peuvent être principales ou secondaires. Voilà. D'accord. Elles peuvent être les deux en même temps. Elles peuvent être, pas les deux, c'est-à-dire ou principale ou secondaire. La principale, c'est quelque chose qui existe dans la famille. C'est ça la définition. Les secondaires, c'est des choses qu'on va acquérir dans notre enfance ou là, pendant notre adolescence. D'accord. Alors, parmi les blessures, je vais essayer de citer quelques blessures fréquentes. Comme ça, on aura un petit peu une idée concrète. Conséquences à l'âge adulte, mais qu'on soit clair, l'idée, c'est pas de s'identifier à ce que je vais dire, parce que je vais juste donner des exemples. Hein. Il faut voir un professionnel pour voir s'il y en a des blessures ou pas. Absolument. La blessure de maltraitance. Alors, c'est une blessure où un enfant a grandi dans un environnement maltraitant, physiquement. Il y a de la violence physique. Donc, cet enfant... Juste violence physique, Amel, ou est-ce qu'aussi... maltraitance, c'est physique. On va voir une autre qui va être la maltraitance verbale. Alors, maltraitance, c'est physique. Donc, cet enfant va développer une blessure de maltraitance. C'est répétitif, hein, c'est pas une petite fessée ou c'est pas ça du tout. Hein. D'accord. C'est-à-dire que ça va se répéter dans sa vie. Il va développer une blessure de maltraitance. Quand il sera grand, nous avons trois façons de revivre nos blessures. Ou bien on va la rejouer, ou bien on va la renier, ou bien on va la sublimer. On va expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Justement. Donc cette personne a une blessure de maltraitance, elle grandit avec, elle n'a pas soigné, elle grandit avec. Quand elle sera grande, elle va inconsciemment attirer des persécuteurs, des maltraitants.
C'est-à-dire, elle va avoir dans sa vie, couple ou amicale ou professionnelle, des personnes maltraitantes. Elle va les attirer inconsciemment. Ou bien elle va la renier, elle va être elle la maltraitante. C'est elle qui va un peu violenter les gens, c'est elle qui va un peu être persécutrice des autres. Ou bien si elle sublime la blessure, sublimer c'est transformer en quelque chose de positif, de bon, ça va être quelqu'un qui va être un peu sauveur, qui va aider les personnes maltraitées. Ça peut être l'enfance maltraitée, ça peut être les femmes maltraitées. C'est une personne qui va aider la maltraitance là où elle la trouve. Alors, ce sera une manière de se soigner, on va dire, un petit peu, quand on va vers ce côté-là. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a une blessure, rejouer, renier, sublimer, on peut faire ça dans différentes situations. Je peux rejouer dans mon couple, je peux sublimer dans le travail. Je peux renier dans la société. C'est-à-dire que notre façon d'être avec nos blessures dépend aussi de notre environnement, du milieu dans lequel on est. Voilà. Très bien, très bien. Sublimer est une bonne chose. Pourquoi? Parce que je la transforme en quelque chose de positif. C'est comme si que ce cristal, j'avais parlé du cristal des blessures, je le polis. Je le polis et je lui permets de faire sortir des rayons de couleur comme ça. Sublimer, c'est transformer en quelque chose de bon. La sublimation nous permet de vivre des passions, d'aider, de nous développer. Donc, c'est pas guérir, sublimer. C'est transformer. C'est transformer et pas guérir. Transformer. Juste avant qu'on continue, Amel, on va regarder ensemble donc, un sujet de Hamid El-Bouh et on revient juste après. Dans le voyage tumultueux de la vie, nous sommes tous susceptibles de porter des cicatrices. Certaines sont visibles, marquant notre peau, tandis que d'autres restent cachées dans le tissu de notre âme. Bien qu'invisibles, ces cicatrices peuvent influencer profondément notre manière de vivre, de penser et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Ces cicatrices émotionnelles résultent de divers événements, tels que la perte d'un être cher, une rupture amoureuse, des paroles blessantes qui ont laissé une empreinte indélébile. Une cicatrice émotionnelle peut se manifester de différentes manières. Elle peut réveiller d'anciennes peurs et insécurités, le sentiment de ne pas paraître à la hauteur, la peur d'être abandonné, le vide affectif et une faible estime de soi, jusqu'à arriver à cette solitude qui se traduit par l'anxiété de la dépression, affectant profondément la qualité de vie et les interactions quotidiennes. Ces sentiments sont profondément enracinés dans notre être. Les ignorer ne fait que reporter l'affrontement, parce que ces douleurs vont refaire surface. Prendre soin de ces blessures intérieures est crucial pour construire des relations plus saines et pour vivre une vie plus épanouie. La guérison d'une cicatrice émotionnelle est un processus personnel et souvent complexe qui nécessite une compréhension et un soutien auprès des amis et de la famille. Prendre soin d'une cicatrice émotionnelle, c'est la traiter avec compassion et respect. Voilà, donc traiter nos blessures avec compassion et respect, surtout envers nous-mêmes. Si vous avez donc subi une quelconque, on va dire, injustice ou abandon, un sentiment d'abandon ou une quelconque émotion ou quelque chose qui vous a marqué dans votre enfance, si vous voulez donc nous appeler au 021 23 98 91, nous sommes là pour prendre vos appels et vos témoignages. Donc Amel, comme on a pu le voir dans le reportage de Hamid El-Bouh, il existe différentes blessures. Oui. On va commencer par la blessure d'abandon, Amel. Oui. Alors la blessure, c'est pas une blessure émotionnelle. Hein. C'est pas on m'a blessé, on m'a fait mal, on m'a blessé. Les blessures, c'est une boîte mémoire. C'est plusieurs événements. C'est vraiment une boîte, un cristal à travers lequel je vais voir la vie, je vais me comporter et je vais inviter les autres à se comporter avec moi. C'est pas une seule. On m'a blessé, là j'ai une blessure. Non, ça n'a rien à voir. C'est tout un bloc d'expériences qui forment une blessure. Pour que ça soit clair. Hein. C'est pas juste une fois. Pas juste une fois. Non, c'est plusieurs expériences qui forment une blessure qui va être fait partie de mon identité. C'est-à-dire, j'ai toujours été abandonnée, ou dans mon enfance et mon adolescence, surtout l'enfance, et donc ça va être une blessure. Mais c'est pas salat li haja.
qu'on soit clair. Hein. Voilà. C'est pas une rupture, c'est pas une blessure verbale ou là. Très bien. Il faut que ça soit, on va dire, répété. Plusieurs expériences, et surtout dans l'enfance. En fait, c'est l'inconscient l'inconscient va enregistrer les expériences qui se répètent sous la forme de blessures. Il va les enregistrer. C'est une boîte. Une boîte fait égal les expériences où j'ai été maltraitée. Une boîte où fait égal les expériences où j'ai été trahie. Enfant un peu après adolescente. Voilà. C'est pas une fois. Très bien. Donc, on va commencer par l'abandon, Amel. Oui, alors l'abandon, la blessure d'abandon, il y a beaucoup de personnes qui vont dire j'ai une blessure d'abandon. Non, l'abandon, c'est un enfant qui a été réellement abandonné, c'est-à-dire il n'y a pas eu de présence physique des parents. Les parents sont absents. Ça peut être un orphelin dès sa naissance, ça peut être quelqu'un qui a été adopté, donc c'est vraiment un abandon physique, hein. C'est pas émotionnel, les parents ne sont pas là. Donc c'est une blessure difficile, hein. C'est difficile à accompagner, comme la maltraitance. Il faut beaucoup de compassion, il faut voir un thérapeute lorsqu'elle est là. 3 façons de vivre la blessure tant qu'elle n'est pas soignée, je vais la rejouer. La personne qui a une blessure d'abandon va la rejouer, c'est-à-dire qu'elle va avoir dans ses relations, elle va inconsciemment être abandonnée. Elle va se préparer à être abandonnée, c'est-à-dire elle ne va jamais être en sécurité. Et à force d'être dans cet état, les gens la laissent tomber, ils s'en vont. Ou bien elle va la renier, donc c'est elle qui va abandonner les autres. Avant qu'il y ait des liens, je m'en vais. De façon à ne pas être blessée. Je préfère partir avant qu'on me fasse du mal. Tout à fait. Je pars avant qu'on me laisse tomber. Je peux laisser tomber tout le monde, ma famille, du jour au lendemain. 3e façon de la vivre, c'est de la sublimer, c'est-à-dire que c'est une personne qui va être un peu de rassembleuse. C'est-à-dire ça va être comme un médiateur, comme un thérapeute de couple. C'est des exemples. Hein. C'est pas parce qu'on est comme ça qu'on a cette blessure. C'est juste des exemples. Hein. Quelqu'un qui va un peu chercher à ce que les gens se retrouvent, qu'ils soient ensemble. Très bien. Donc, et le rejet, c'est différent? Alors, le rejet, les fréquentes, le rejet est différent. Il y a beaucoup de gens qui mélangent abandon et rejet. Alors, le rejet, si je peux le dire en un mot, le rejet, c'est la blessure du silence. C'est-à-dire que c'est un enfant qui ne s'exprime pas. On ne le laisse pas s'exprimer, que ce soit qu'il est mal, ou là qu'il ait un avis, ou là qu'il demande quelque chose, ou là c'est toujours ce que tu es. Il laisse transparaître aucune de ses émotions. C'est pas qu'il laisse pas, il l'exprime. Mais en face, il a le silence. Quand je dis le silence, ça peut être le silence verbal, ou là le silence comportemental. Donc où on ne fait pas cas de ce qu'il est en train de dire, ou alors carrément on lui demande de se taire. Voilà, on lui demande de se taire, ou là c'est un silence vraiment où je réponds pas. Où je ne fais rien, en fait. On peut dire c'est vraiment le silence. C'est-à-dire c'est comme un enfant qui va finir un peu par s'effacer. Il finit par s'effacer dans la famille, il essaie de se débrouiller tout seul. Il faut savoir que dans cette blessure, il y a un bon côté. Les personnes qui ont une blessure de rejet, ce sont des personnes libres, indépendantes. C'est-à-dire elles peuvent se débrouiller toutes seules. Hein. Il faut le savoir. Ça donne des personnes indépendantes. Ça donne des personnes libres et indépendantes parce qu'elles ont appris à se débrouiller toutes seules. Alors, 3 façons de revivre la blessure de rejet. Je vais la rejouer. Je vais me débrouiller dans ma vie inconsciemment pour être effacée. C'est-à-dire, même si je fais des choses dans ma vie, je suis un peu cachée. On ne va pas faire de vagues. On va essayer de ne pas faire de vagues. On ne va pas faire de vagues. Ou bien, je vais, tout l'inverse, je vais me montrer, mais je vais faire du bruit. Je vais peut-être crier, je vais faire du bruit. Il faut qu'on m'entende, il faut qu'on me voie, il faut qu'on me... Un petit peu pour attirer l'attention, peut-être même dans l'excès pour attirer l'attention. Voilà, tout à fait. Être dans l'excès pour attirer l'attention, c'est dans l'excès. Vous dites bien, c'est dans l'excès. C'est pas quelque chose de modéré. Hein. Ou bien je vais être dans la sublimation, c'est-à-dire que moi je vais m'occuper des personnes qui sont un peu dans ça. C'est-à-dire je vais valoriser ces personnes, je vais aller dans des associations où je vais aider les gens qui se sentent rejetés à se sentir bien, à valoriser, etc. Très bien. C'est des exemples, hein, c'est pas forcément ça. Voilà. Amel, on a un appel, donc on a Amel d'Alger. Bonjour Amel. Allô, bonjour. 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 Vous avez un témoignage ou une question? Je vous remercie, alhamdoulilah. Donc vous avez un témoignage ou une question? Oui. Choupi madame. نحكي على الاكسبيرونس تاعي. وي. دونك انايا تربيت في وثاني une question في الاخر اسكو يساجي بالك لهذا le sujet. Très bien. Donc j'avais des parents, le papa il est marié en 2 fois. Des fois il est là, des fois il est absent, bien sûr. On est 5 enfants. Ma mère, Allah yarhamha, عطاتنا كامل la chaleur familiale. Elle a remplacé le papa et la maman. Mais
toujours on a besoin de papa, des fois. On a voyé toujours la maman qui pleure tout le temps. Oui. Et qu'il sacrifie sa vie, toujours. Donc après, je fais un petit résumé. Qui كبرنا, on est 5 enfants, كل واحد كيفاش خرج. أنا je suis nerveuse. La petite sœur خرجت عندها انسجام في الشخصية. دي فوا هكا دي فوا هكا. الكبيرة خرجت تحب غير روحها وتحب تعفس على الناس. وزوج خوتي الأخرين خرجوا pour un an ils sont nerveux. وما يعرفوش pour un an يتنرفاو تمتم يتنرفاو حتى يجيبوا المشاكل. D'accord. ما يلقاوش لا سوليسيون بعد ملي يرتاحوا يزيدوا les problèmes. Donc ils n'arrivent pas à maîtriser ou à modérer leur colère et en même temps chacun de vos frères et sœurs a on va dire sa propre personnalité, s'est adapté on va dire. Très bien. Exactement. خرجوا كامل. أنا كنت قاعدة وحدي قلت c'est pas normal. Pourtant les deux frères qui sont pas mariés. إحنا on est 3 filles mariées. قلت بديت نغمك قلت c'est pas normal. كامل ils sont nerveux كامل كل واحد. Finalement à l'enfance. Surtout la petite fille هذيك. قالت كان ما عشت مليح. Pourtant ma mère مسكينة sacrifiait toute sa vie على جالنا. مي بصح ما قدرتش تكمل لنا الباقي. elle travaille في الدار برا. دي فوا تدينا معها الخدمه دي فوا مسكين خلاص. Très bien. ولو بابا دي فوا كاين دي فوا ما كاش صح جامي ضربنا سي فري مي بصح اكوز دو سا اللي خرجنا شوفي دوك خلاص يسون نيرفو بوغاوي ملاح دوك شويه بصح حنا ما بوغاوي بوغانو يسون نيرفو. Très bien Amel. Donc Amel maintenant donc je suis nerveuse. Des fois je suis nerveuse moi. نلقى دي فوا ميم مع ولادي نكون مليحه نقول لا ما لازمش نكون هكا مي دي فوا ولا غير نقول يخا كيما دوكا ولا غير جيتي اون تران دو بلوري كي كانت تهضر الميدسان جو سوي اون تران دو بلوري باسكو خفت على بنتي على 8 ans que تخرج هكا ولا جو ne sais pas. Amel va vous répondre absolument. Voilà, on va en parler donc tout de suite. Très bien. Bien entendu, on est là pour ça. Très bien, merci beaucoup Amel. Merci beaucoup. Les sur ce sujet, c'est très important. Merci beaucoup, merci de votre appel Amel. Oui, justement Amel, parce que oui, il y a des parents qui vont nous entendre, peut-être qui vont se dire peut-être que je suis en train de blesser mon enfant. Alors rassurez-vous, on ne peut pas vivre sans blessure, parce que c'est elles qui nous permettent d'apprendre, c'est elles qui nous permettent de nous révéler. C'est à travers nos fissures que jaillit la lumière, c'est pas possible. Je vais vous donner un exemple très simple. Un enfant qui touche pas le feu, il va jamais apprendre que ça fait mal. Enfant qui va pas se coincer le doigt contre la porte, il va jamais apprendre qu'on n'a pas besoin de faire ça. Dans la vie psychologique, c'est pareil. Si je n'apprends pas de la vie, donc on peut pas éviter les blessures aux enfants. Ça fait partie du processus. D'ailleurs, si on cherche à éviter les blessures aux enfants, on va créer d'autres blessures. On pourra en parler plus tard. Donc en essayant d'éviter les blessures, on peut créer d'autres blessures. On peut en créer d'autres. Tout à fait. On peut en créer d'autres si vous voulez que je... Oui, alors si je veux éviter les blessures à mon enfant, je peux créer 2 blessures dont on peut parler. La première, c'est l'enfant sorcier. C'est-à-dire, mon enfant, oui. Ça, les enfants des thérapeutes, des coachs, des psychologues, où l'enfant, je lui dis, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est-à-dire, je vais à cet enfant, et puis je vais essayer de régler les problèmes, je trouve une solution à tout, je suis hyper positive avec lui, je crée une blessure. J'ai créé un enfant qui va ne jamais savoir s'exprimer, ne jamais se plaindre, il va toujours essayer d'être autonome et dans l'excès. Ça va être plus tard qu'un adulte, jamais yahdar, s'il a mal, mais yahdar, s'il a de la peine, il participe pas. Dehors, vous voyez quelqu'un d'heureux, de pétillant, mais quand il rentre chez lui, c'est quelqu'un qui déprime, qui est dans les addictions, etc. S'il refoule la blessure, l'enfant sorcier, ça va être quelqu'un qui va se plaindre tout le temps. Parce que quelqu'un on voulait tout bien faire, ça va être quelqu'un qui se plaint tout le temps. Vous avez la blessure de l'enfant roi. On veut tellement éviter les blessures à l'enfant qu'on en fait un enfant roi. C'est-à-dire tout ce qu'il dit, oui, les cadeaux, oui. Et ben on va créer... l'âge adulte, c'est le choc ou à l'extérieur, on va créer un tyran parce qu'il va rejouer, même s'il fait rien de sa vie de particulier, mais lui c'est le meilleur, c'est lui qui a le droit à tout, c'est lui à qui il faut donner, faire, montrer. Ou bien quand il la refoule, ça va être quelqu'un qui va avoir un sentiment d'infériorité.
contrairement à ce qu'on croit. Donc, à trop vouloir bien faire, on va aller dans l'autre excès. Vous voyez, on ne peut pas éviter. Quand je dis on ne peut pas éviter, ça fait partie du processus de la vie. Et on va voir tout à l'heure que parfois, on n'a pas besoin de travailler nos blessures. Elles sont importantes. Elles sont notre particularité. Elles sont nos sources de créativité, de passion. On peut en faire une force, Amel? Oui, on peut en faire une force. Très bien. Très bien. Donc, on a parlé de l'abandon, du rejet, et maintenant, on va passer à la non-reconnaissance. Celle-là, elle est fréquente. Voilà. Il y a des gens aussi qui mélangent l'abandon avec la non-reconnaissance. La non-reconnaissance, c'est-à-dire que c'est un enfant qui va évoluer dans un milieu familial. On va lui dire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quel que soit son besoin, son désir. Moi, j'ai envie d'être ça, j'ai envie de faire ça. Non. Toi, tu sais rien, mais je te montre. C'est-à-dire tout ce que toi, tu peux exprimer en tant qu'enfant, moi, c'est non. C'est non, mais je te montre. Je ne reconnais pas du tout ce que tu peux exprimer, vouloir et désirer. D'accord. Donc, mais dans la répétition, Mariama, tout ce qu'on dit, c'est dans la répétition. C'est pas un événement qui va se reproduire une fois de temps en temps. Les gens vont dire, je dis ça à mes enfants. Non, c'est la répétition. Et après, ça va s'enquister, ça va s'ancrer chez l'enfant. 3 façons, en fait, kiff, la personne qui a vécu la non-reconnaissance, quand elle va être grande, elle va rejouer. Kiff, c'est-à-dire quelles que soient les prouesses qu'elle va faire dans sa vie, les réalisations, les réussites, non, elle n'a rien fait. C'est-à-dire, elle va un petit peu, en même temps, se plier. Sous-estimer un petit peu, non? Mettre de côté, refouler. Elle va se plier un peu aux exigences. C'est-à-dire, elle va faire ce qu'on attend d'elle. Elle va briller dans ce qu'on veut d'elle. C'est-à-dire, elle va être un peu dans le cadre. Voilà. D'accord. Si elle la refoule, l'enfant, quand il grandit, cet enfant, il va faire ce qu'il veut, ce qu'il a toujours voulu, mais il aura toujours un arrière-bruit de culpabilité. C'est-à-dire, j'ai pas fait quand même ce que mes parents ont voulu. J'ai pas réalisé ce que mes parents ont voulu, donc il va en quelque sorte comme attirer l'échec. Il va en quelque sorte ramener à lui l'échec. Même s'il fait ce qu'il veut, il aura toujours cette culpabilité par rapport à ce que les parents auraient voulu qu'il soit. S'il la sublime, ça va être quelqu'un qui va aider les gens à se développer, tu vois, un peu les pépinières où on va aider les jeunes, où là, on va permettre aux talents de s'exprimer. Très bien. Donc, l'humiliation aussi, Amel? L'humiliation, elle est une sous-blessure de la maltraitance. La maltraitance, c'est physique. L'humiliation, c'est verbal. C'est verbal. C'est-à-dire, on utilise des mots blessants, genre t'es incapable, tu pourras pas, quoi qu'il a, regarde l'autre. C'est-à-dire, on va humilier la personne à travers avec le mot, le verbe. C'est pas on frappe pas, mais on frappe autrement. On frappe autrement et des fois ça fait plus mal, on va dire, hein, que des fois que peut-être un petit châtiment physique, une petite fessée, ça serait moins grave que d'avoir des propos ou des mots qui peuvent blesser. On peut pas, on peut pas mesurer l'impact des blessures. Je peux pas dire que Hedy elle fait plus mal ou là. Ce que je peux dire, c'est quelles sont les conséquences dans ma vie adulte. Je vais voir comment ces blessures se répercutent sur ma vie adulte. C'est là que je vais voir est-ce que j'ai besoin de les soigner, ou là non, ça va, j'ai de la résilience, je vis avec, ou là je suis en train de sublimer mes blessures et j'en ai besoin, ça me permet de faire de belles choses. Voilà. Donc on va passer à l'injustice aussi. Alors le sentiment d'injustice. L'injustice, c'est une blessure qu'on va avoir par rapport à, c'est un peu la blessure de Cendrillon. D'accord. Voilà. C'est la comparaison aux frères et sœurs. C'est-à-dire que l'enfant, il est dans une fratrie, mais on va toujours le comparer à tel frère ou telle sœur, ou et même si l'enfant va faire des efforts pour plaire aux parents, mais il voit même pas l'effort qu'il fait. À son niveau d'enfant, il va faire des petites choses, hein, mais on va pas voir que cet enfant fait les efforts et on va continuer un peu à le comparer. On va être injuste à son égard. Parce qu'on met en avant un frère ou une sœur par rapport à lui. Donc là aussi, ça va avoir des répercussions plus tard. Justement, qu'est-ce que ça donne? On va rejouer. La personne va toujours se retrouver dans un environnement où on ne va pas du tout reconnaître son mérite. Elle va toujours dire c'est injuste, on ne me voit pas, malgré mes efforts, ça se voit pas, personne ne me dit, personne ne remarque. Donc je vais rejouer ce truc, je vais revivre. Hein. Ou bien renier, je vais jouer le rôle de mon parent. Je vais être je vais devenir avec le tyran, avec le justifié. Tout est cadré, tout est bien clair, etc. Ou bien je vais la sublimer, je vais être dans les droits.
les droits de l'homme, la justice, on va être juge, avocat, etc. Mais quelles sont les blessures que l'on doit soigner impérativement? Alors déjà, il faut savoir qu'on a une principale et des secondaires. Principale, c'est celle qu'on va trouver dans la famille. Hein. C'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure à Amel, on n'a pas le droit d'en vouloir à nos parents. Hein. Ils sont responsables, ok, mais ils ne sont pas coupables. Il y a une différence entre responsable et coupable. Parce qu'eux-mêmes ont eu des blessures. C'est-à-dire quand on regarde un peu l'histoire de vie de nos parents ou de nos grands-parents, eux aussi ont vécu des blessures. Ils n'ont fait que un petit peu les répéter par méconnaissance ou parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les soigner. Donc les blessures qu'on va soigner, en fait, toutes, la principale, secondaire, c'est quelque chose que je vais acquérir. Hein. Je peux en avoir plusieurs, hein, secondaires. Hein. D'accord. C'est lorsque ces blessures se répercutent sur ma vie. C'est-à-dire que je deviens une sorte d'être humain un peu en papier, un peu cartonné, un peu plat, un peu fade, c'est-à-dire un peu... Je suis déprimée, je ne suis pas bien, je suis triste. C'est-à-dire que je ne suis pas dans cette pétillance de la vie. C'est-à-dire je le sens, je le vois, ça se répercute sur mes relations. Là, j'ai besoin d'aller soigner mes blessures. Maintenant, si ça va, tout va bien dans ma vie. Bah, y a des psychologues qui vont me dire fonctionnel, j'aime pas ce terme parce qu'il ne veut rien dire. Fonctionnel, on n'est pas des voitures, mais bah, allez, fonctionnel, ça veut dire que j'arrive à vivre. J'arrive à vivre dans mon couple, ma famille, mon travail, j'arrive à vivre. Il y a des trucs qui me gênent, mais c'est OK. Donc, je suis résilient. Là, je ne touche pas. Allez, je vais toucher. C'est ma particularité et mes blessures. Elles me permettent de faire de belles choses, d'être parfois juste, parfois je vais encourager, etc. Et les blessures qu'on sublime aussi. Les blessures qu'on sublime, on ne va pas les toucher. Pourquoi on ne va pas les toucher? Parce qu'elles me permettent de faire de belles choses. Je vous donne un exemple. Donc, justement, je voudrais avoir un exemple, Amel, de ces blessures sublimées. Alors, les blessures sublimées, elles me permettent de faire de belles choses. C'est-à-dire que je peux être écrivaine, je peux être musicienne, je peux être artiste, je peux être quelqu'un qui va être un médecin sans frontières, je peux être quelqu'un qui va aider, je peux être quelqu'un qui va être créatif grâce à mes blessures. C'est-à-dire ces blessures vont sortir de moi le plus beau. Alors, comme elles sortent de moi le plus beau, si je vais soigner cette blessure, ce plus beau va un peu s'estomper. Va un petit peu je n'ai plus besoin de sortir le meilleur de moi à travers ma blessure. C'est comme si on nous arrachait cette source d'inspiration. Voilà, on nous arrache cette source d'inspiration. Et du coup, ce que je faisais avant comme avec patient va un petit peu devenir un peu ennuyeux. On va imaginer que, juste un exemple, je suis autrice. J'écris, mais j'écris des romans, je sais pas moi, des romans dramatiques, grâce suite à une blessure, par exemple, de maltraitance. D'accord. Mais ces romans, je sors quelque chose de beau qui parle aux gens, des solutions, etc. Je soigne ma blessure de maltraitance. Mes romans vont devenir fades. Il n'y aura pas ce truc qui va toucher. Il n'existera plus. J'aurais peut-être même plus envie d'écrire. Donc, on reçoit, par exemple, moi, quand je reçois, ça m'est arrivé, hein, les personnes, je les reçois, j'explique, j'ai dit que à travers cette blessure, il y a quelque chose de beau que tu es en train de faire. Est-ce que tu veux que quelque chose de beau s'en va en soignant la blessure? La personne, m'est arrivé, la personne me dit non. D'accord, elle préfère continuer Parce que sa blessure est quelque part, même si ailleurs elle est rejouée ou là, elle est refoulée, il y a une partie de cette blessure qu'elle sublime et qui lui permet de faire de belles choses. D'accord. Amel, est-ce qu'on dit guérir ou soigner? Alors, on va dire plutôt soigner. Soigner, c'est-à-dire que je vais apporter du soin à ma blessure. Hein. Je ne vais pas revenir à mon état initial. C'est impossible de revenir à son état initial parce que l'état initial n'existe plus. Il est déjà derrière moi. D'accord, c'est dans le passé. Voilà, c'est dans le passé. Et puis, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas... Tout ce que j'apprends de mes blessures, de mes expériences de vie, si je dois les effacer ou les oublier, j'ai rien appris. J'ai rien révélé de moi, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas oublier, mais on va arrêter l'impact d'une blessure. On va apaiser l'impact. On va, si tu veux, Myriam, mettre un pansement. Elle a existé dans ma vie. Il y a eu des événements dans ma vie, mais maintenant, cette blessure n'est pas en train de rayonner. Le pulsar de ma blessure n'est plus en train de rayonner parce qu'elle m'a fait souffrir. Voilà. Très bien. Quel est le mécanisme qui se met en place pour enregistrer C'est Monsieur l'inconscient. C'est Monsieur l'inconscient. C'est Monsieur l'inconscient. Monsieur l'inconscient, qui au moins 90% de notre être, c'est l'inconscient qui, lui, va enregistrer les expériences. Je suis en train de vivre des expériences, lui, il va magasiner tous ses souvenirs, il va les classer.
Il va classer tout ce qui concerne l'enfance, il va classer tout ce qui concerne le critique ou la régulation, il va classer tout ce qui concerne le féminin, le masculin. Il va les classer. Ensuite, dans ce qu'il classe, il met les blessures. Les blessures, il y a l'enfance, il y a les blessures de l'enfance. Le féminin, il y a les blessures du féminin. Le masculin, il y a les blessures. Le critique, kiff. Donc lui, il va emmagasiner. L'objectif, c'est juste de nous permettre de bien vivre. C'est-à-dire pourquoi il enregistre les blessures? C'est pour que je puisse après me débrouiller, faire avec, trouver une solution. Solution. Ne le fait pas contre nous. Mais elle est là, cristalliser cette blessure, tant que je ne l'ai pas soignée, parce que c'est nécessaire de la soigner. Parfois, ce n'est pas nécessaire. Parfois, ce n'est pas nécessaire, justement. Elle continue à... Si vous voulez, elle pulse, mon inconscient la fait pulser. Écoute, il y a un truc que tu as besoin de bosser, là, vas-y, bosse, parce que ça t'empêche d'être heureux dans ta vie, d'être heureux dans ton couple, d'être heureux avec toi-même, etc. Très bien. On va parler de l'autodiagnostic, rapidement, mais parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui. Quel est le danger de l'autodiagnostic? Pas d'autodiagnostic, parce qu'on va s'identifier à des mots, à une phrase que j'ai dite ou un métier que j'ai dit. C'est ce qui se passe, de toute façon, sur les réseaux. Justement, sur les réseaux sociaux, vous avez vécu telle chose, vous dites, ah oui, c'est vrai, je l'ai vécu quand j'étais enfant et tout. Oui. Et tout de suite, on va s'approprier et on va ressentir un petit peu peut-être une blessure qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. De toute façon, il faut aller voir un professionnel. Lorsque ça va mal, c'est un professionnel qui pourra voir avec vous. Et il va peut-être même pas nommer la blessure, il va vous accompagner vers un objectif. L'objectif, c'est pas de nommer les blessures, mais d'aller là où j'ai envie d'y aller. Donc l'autodiagnostic, ça sert à rien parce que je reçois des patients qui viennent avec ça. Ils me disent, voilà, je viens vous voir parce que j'ai de la dépendance affective. Je lui demande, comment tu sais, j'ai vu ça sur les réseaux et qu'est-ce qui te fait croire que tu as ça? Elle me dit des choses, après je pose des questions, finalement ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça qu'elle est en train de vivre, ça n'a rien à voir avec ça. Donc on évite l'autodiagnostic. Donc si on a une certaine souffrance ou une certaine douleur, là il vaut mieux faire appel à un professionnel. Voilà, un professionnel, parce que je vais m'y fixer sur une phrase que j'ai entendue, par exemple dans l'émission ou là sur les réseaux. Ah tiens, moi j'ai ça. Non, c'est pas comme ça du tout. Amel, un dernier conseil donc aux téléspectateurs. Si on a vécu des traumatismes. La vie est faite d'embûches, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un chemin pavé de fleurs et de boîtes et de pierres précieuses. Non. La vie est faite de ça. Les blessures révèlent des choses magnifiques en nous. Comme je l'ai dit, Mariam, c'est à travers les failles que la lumière apparaît. Imagine que je suis lumineuse et puis que je suis dans un truc caché. Tu as un exemple, Amel, d'un chanteur connu qui a écrit une chanson à son père? Oui, tout à fait. C'est un chanteur américain qui avait un père très très violent. Et donc ce chanteur a dû faire, son père voulait qu'il fasse quelque chose, mais bon, il n'a pas réussi, donc il a dû commencer à chanter, et il a quitté son père. Et quand il est revenu voir son père, ce chanteur s'est rendu compte que son père s'est transformé. Donc des années plus tard. Des années plus tard, parce que le père s'est remis en question, il s'est rapproché de Dieu, il a un petit peu travaillé sur lui, le papa. Et ce chanteur a retrouvé un père merveilleux. Il a dit, en gros, il a dit, j'ai pas eu le temps de vivre avec ce papa merveilleux qui est un modèle pour moi maintenant, parce qu'il a pu guérir ce qu'il y avait à guérir. Et il était tellement touché, parce que son père est parti trop tôt. Il est décédé d'un cancer. Il a écrit une chanson magnifique qui a été vue des millions de fois, qui a été 3 fois, si je me souviens bien, disque, comment on appelle ça, d'argent, disque de platine. Platine, voilà, 3 fois. Donc voilà, une blessure de maltraitance a donné une réconciliation avec un papa qui était très violent et a donné une chanson qui a parlé à beaucoup de gens parce qu'à travers cette chanson, le musicien a parlé aux blessures des gens. Ce qui faisait souffrir les gens. J'ai oublié son nom, mais bon, la chanson s'appelle I Can't Imagine, je crois. I can Only Imagine. D'accord. Voilà. Donc, Amel, à travers toutes ces expériences, cette belle histoire que tu viens de nous raconter, et de très très belles histoires. Donc, chaque personne a une histoire. Je donne un exemple des thérapeutes. La plupart des thérapeutes, il y a des blessures qui ont été sublimées. Je ne vais pas dire laquelle forcément, il y en a peut-être une panoplie, mais il y a des blessures qui ont été sublimées. C'est-à-dire, au lieu que je reste dedans, je vais utiliser cette blessure pour par exemple, on n'a pas parlé de la trahison, c'est une blessure très importante. La trahison, c'est que je ne fais plus confiance à mes parents. Parce qu'ils m'ont trahi, il n'y a pas eu la sécurité dedans. Et ce qui sort de beau dans la blessure de trahison, c'est qu'on va chercher les relations simples.
Très bien, voilà. très bien. Merci, merci beaucoup Amel. C'est un sujet passionnant. Oui, oui, ça demande un peu plus de temps. Voilà, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir encore un peu plus de temps. Donc on arrive à la fin de notre émission. Donc j'espère que vous avez apprécié cette thématique. Je vous dis merci de nous avoir suivis. À mercredi, Inch'Allah. Mais restez toujours sur les programmes de Canal Algérie.